Chers auditeurs, chères auditrices, les femmes ne jouent pas un rôle de premier plan dans Mémoires d'Adrien. Il y a bien un petit chapitre sur la vie extra-conjugale du prince avant son accession à l'Empire. On m'a reproché quelques adultères avec des patriciennes, écrit l'auteur, faisant ainsi écho à des rumeurs rapportées par l'histoire auguste. Ces pages, Marguerite Yourcenar donne l'impression de les avoir écrites surtout pour parer aux reproches éventuels d'une vision un peu unilatérale des penchants sexuels d'Adrien. Il fallait faire une place, en quelque sorte, à la luxure ordinaire des aristocrates romains. Quant à l'impératrice Sabine, qui ne retient guère l'attention de l'écrivain, peut-être pas beaucoup plus du reste qu'elle ne retenait celle d'Adrien lui-même, le lecteur ne la découvre pas sous son meilleur jour, puisqu'il la voit par les yeux d'un mari qui ne sut que médiocrement, selon toute apparence, répondre à l'attente de sa femme. Aurelius Victor, au IVe siècle, va jusqu'à prétendre que Sabine se félicitait de n'avoir pas eu d'enfant d'un tel homme. Il y a pourtant, dans ce livre, une femme qui se hisse très nettement au-dessus de toutes les autres, qui remplace d'une certaine façon la mère trop tôt disparue, l'épouse imposée par les calculs politiques, la maîtresse peut-être recherchée sans succès. C'est l'impératrice Plotine, épouse puis veuve de Trajan. Elle a dès le début des attentions pour le petit cousin de l'empereur. Sa plus ancienne intervention en faveur d'Adrien se placerait en 106 quand le jeune officier, au retour de la seconde guerre contre les Daces, accéda à la questure et s'occupa à ce titre des relations de l'empereur avec le Sénat. L'impératrice, dont les goûts littéraires se rapprochaient des miens, persuada Trajan de me laisser fabriquer ses discours. Ce fut le premier des bons offices de Plotine, écrit l'auteur des Mémoires, page 65. Mais cette faveur pouvait entraîner des obligations, comme celle de se marier, encore qu'Adrien ne fût pas mécontent sur le moment de ce nouveau et peut-être décisif rapprochement avec la famille impériale. C'est Plotine, en effet, qui lui fit épouser Sabine, petite nièce de Trajan, contre le gré de celui-ci, du moins au début. J'étais plus que jamais de la famille, poursuit le mémorialiste. Je fus plus ou moins forcé d'y vivre, mais tout me déplaisait dans ce milieu, excepté le beau visage de Plotine. Page 67. Sans doute a-t-il l'approbation de l'impératrice lorsqu'il décide de quitter la cour pour séjourner à Athènes en 112. En tout cas, les souvenirs matériels qu'il en rapporta étaient, dit-il, des livres que je partageais avec Plotine. À son retour, c'est encore elle qui aurait encouragé Adrien à accepter le poste de gouverneur de Syrie, malgré son manque d'enthousiasme pour l'expédition qui se préparait. Mais nous avons vu, dans une précédente leçon, que si Adrien partit bel et bien pour Antioche en 113, c'est avec toute la cour impériale et non pas à l'avance, comme l'implique le récit des Mémoires. Ce qui est sûr, c'est que son destin politique devait se décider en Orient. La tradition historiographique s'accorde à penser, en dépit des obscurités qui planeront toujours sur cet épisode, que Plotine joua un rôle essentiel dans la désignation d'Adrien comme successeur légitime de Trajan. Le mémorialiste prétend ne pas savoir jusqu'où exactement l'impératrice a pu aller pour infléchir le cours des choses. S'il feint de ne pas ajouter foi aux calomnies dont elle a été l'objet, il n'écarte pas l'idée que Plotine ait pu produire un faux pour faire accroire que Trajan l'avait adopté, lui, Adrien, au moment de mourir. Il ne me déplairait pas, confesse-t-il, que le dévouement de l'impératrice l'eût mené si loin. Elle savait les dangers qu'une décision non prise faisait courir à l'État. Page 98. Marguerite Yourcenar, toutefois, a pris visiblement soin de ne pas donner au lecteur l'impression que l'affection d'Adrien pour Plotine était seulement la
récompense nécessairement due à la personne qui lui avait assuré l'accession à l'Empire. Elle a voulu faire sentir qu'il y avait un sentiment plus ancien et plus profond. Aussi a-t-elle choisi une autre occasion, légèrement antérieure, pour mettre dans la bouche, ou disons plutôt sous la plume ou le calame d'Adrien, un portrait assez développé de Plotine qui fasse mieux voir, quoique avec discrétion, la nature de leur relation. Ce moment est situé un peu avant la mort de Trajan, vers 116, par conséquent, quand Adrien se trouva en grand danger d'être écarté du pouvoir ou même physiquement éliminé. C'est alors que m'apparut le plus sage de mes bons génies, Plotine. Et le mémorialiste d'en profiter pour dérouler sur près de 2 pages le fil de l'histoire. Il y avait près de 20 ans que je connaissais l'impératrice. Nous étions du même milieu, nous avions à peu près le même âge. Je lui avais vu vivre avec calme une existence presque aussi contrainte que la mienne et plus dépourvue d'avenir. Elle m'avait soutenu sans paraître s'apercevoir qu'elle le faisait dans les jours difficiles, mais ce fut durant les mauvais jours d'Antioche que sa présence me devint indispensable, comme plus tard son estime le resta toujours, et j'eus celle-ci jusqu'à sa mort. On ne citera pas ici tout le développement qui suit sur l'apparence physique, sur la simplicité vestimentaire, sur la discrétion, sur la lucidité, sur l'intelligence, en un mot, prêtée à cette femme. Ce qui compte pour notre propos aujourd'hui, c'est la connivence intellectuelle. Nous étions d'accord presque sur tout. Nous avions tous deux la passion d'orner, puis de dépouiller notre âme, d'éprouver notre esprit à toutes les pierres de touche. Elle inclinait vers la philosophie épicurienne, ce lit étroit et propre où j'ai parfois étendu ma pensée. Le mystère des dieux qui me hantait ne l'inquiétait pas. Elle n'avait pas non plus mon goût passionné des corps. Elle était chaste par dégoût du facile, mais prête à tout accepter d'un ami, même ses inévitables erreurs. L'amitié était un choix où elle s'engageait tout entière. Elle s'y livrait absolument. L'intimité des corps, qui n'exista jamais entre nous, a été compensée par ce contact de 2 esprits étroitement mêlés l'un à l'autre. Fin de cette longue citation. On admirera le talent avec lequel l'écrivain a exploité la prégnante expression utilisée par Dion Cassius, livre 69, 1, pour caractériser le lien unissant ces 2 êtres d'exception, ex erotiques filias, en raison d'une amitié amoureuse. Marguerite Yourcenar a joué là-dessus un peu à la manière dont Racine, qu'elle admirait, a construit toute une tragédie, sa Bérénice, sur 3 mots de Suétone, invitus, invitam, remisit. Mais ce qui doit surtout nous retenir aujourd'hui, c'est l'adhésion de Plotine à la doctrine du grand Épicure. L'auteur moderne des Mémoires n'a évidemment pas inventé cette inclination, comme elle dit, de l'impératrice à la philosophie du jardin. Elle l'a tirée d'une inscription d'Athènes, justement célèbre, qui, à l'extrême fin du XIXe siècle, fut reconstituée par Adolphe Wilhelm à partir de 4 fragments en latin et en grec. C'est la dernière page du dossier. Dont ce grand savant fit un admirable commentaire. Il s'agit en effet d'un monument bilingue, avec d'abord une ligne en grec, vestige d'un texte incurablement amputé, suivi d'un assez long document en latin, puis de nouveau d'un document en grec. L'inscription latine est la partie la mieux conservée du tout. Elle porte une date consulaire très précieuse, puis un sous-titre qui ne laisse aucun doute sur l'auteur de l'épître, qui est gravé juste au-dessous. A Plotina Augusta, lettre écrite par Plotine Auguste, l'impératrice mère, si l'on peut dire. Quant au destinataire, ce n'est autre qu'Adrien lui-même, comme suffirait déjà à l'indiquer le vocatif dominé dès la première phrase, si la preuve décisive n'était apportée bien sûr par le rescrit, la réponse du prince
aux lignes 12-15. Les premiers mots de la lettre ont disparu, mais la restitution quod studium meum, ou plutôt mihi studium, est assurée par le contexte, que mon goût et ma recherche. Pas facile de rendre studium par un seul mot en français. Ma recherche, donc, me porte du côté de la secte d'Épicure. Tu le sais mieux que quiconque, ô maître, tout optimé, skis, dominé. Cette entrée en matière, par son caractère personnel, peut surprendre dans un écrit qui n'était sans doute pas destiné à demeurer confidentiel. C'est que l'impératrice n'avait somme toute pas d'autre titre que sa propre inclination, en tout cas aucune compétence officielle, pour plaider la cause de la secte épicurienne implantée à Athènes depuis plus de 4 siècles. Mais quel était donc le problème qui réclamait une intervention de l'empereur? C'était la succession à la tête de l'école. Uius successioni a te succurrendum est. Le choix laissé au titulaire de l'époque, un certain Popilios Théotimos, se révélait en effet par trop restreint, du fait que ce personnage, étant citoyen romain, ne se trouvait obligé de désigner son successeur, Diadochus, parmi les seuls citoyens romains, ex civibus Romanis. Plotine demande donc à l'empereur, au nom de l'intéressé, nominé Popilii Théotimi, l'autorisation de tester en grec, graeke testari, c'est-à-dire selon le droit attique, ce qui permettra à Théotimos, comme aussi à tous les futurs scolarques, car Plotine demande que ce privilège reste acquis pour l'avenir, de ne pas écarter de la succession les philosophes qui seraient des peregrini, des étrangers au regard du droit romain. Ainsi seulement pourra-t-on à chaque fois, d'un commun accord, désigner le plus capable, qui optimus eris, alors que la pratique en usage a conduit maintes fois à des erreurs de la part du titulaire, désignant son successeur par testament, quotiens erratum est attestatore circa electionem. Tout sera d'autant plus aisé, conclut Plotine, avec beaucoup de bon sens, que l'élection se fera sur la base d'un choix plus large, quod facilius fiet, si ex compluribus eligatur. Le sobre rescrit impérial apporte la réponse attendue, car dans le cas contraire, la lettre n'eût pas été publiée, bien sûr. Adrien déclare accorder à ce Popilius Théotimus la faveur demandée par l'impératrice en reprenant brièvement son argumentaire. À l'avenir, le droit pour le scolarque de choisir sans condition son diadochus sera transmissible à tous les futurs diadoques, pérégrins aussi bien que citoyens romains. Licebit vel in peregrinum vel in civem romanum ius hoc transferi. Ce débat juridique, dans les détails duquel je n'entre pas, montre bien le rôle essentiel que le chef de l'école jouait dans la désignation de son successeur. On possède, vous le savez, grâce à Diogène Laërce, une série de testaments qui prouvent cette compétence reconnue aux scolarques, d'ailleurs toute école confondue. Mais à l'époque impériale, la haute main sur celle-ci avait été pratiquement réservée, en droit comme en fait, à des Grecs jouissant de la citoyenneté romaine, comme l'était précisément ce Théotimos, dont on serait tenté de dire qu'il fut lui-même plus philoromaios que philosophos, au risque cependant de se montrer injuste à son égard, puisqu'il dut précisément ressentir la nécessité d'une réforme qui ouvrirait à nouveau la direction du jardin à des penseurs peut-être moins dévoués prioritairement aux intérêts de Rome, mais plus aptes à transmettre l'authentique doctrine épicurienne à travers le débat philosophique, mais aussi par l'exemple d'une conduite conforme aux principes du fondateur. L'aspect politique de la question ne saurait donc être méconnu. Ainsi, Plotine
s'impliquait beaucoup, décidément, dans les affaires successorales, quelle que fût leur nature. Il n'y a pas de doute que la réponse libérale d'Adrien, ce rescrit impérial parfaitement conservé, mais non exactement daté, lui causa une vive satisfaction. En témoigne la longue lettre en grec, cette fois, qu'elle adressa à tous ses amis d'Athènes pour leur annoncer la bonne nouvelle. Ploteina, Sébaste, Passin, Tois, Philois, Kairein. Ce document est un curieux morceau d'éloquence, souvent commenté tant sur le plan philosophique que surtout stylistique. Rappelons ici l'essentiel. L'impératrice est visiblement heureuse de faire savoir à ses correspondants qu'à l'avenir, le chef de l'école, ou du moins l'héritier de la succession, comme on disait, la diadoché, pourra être indifféremment grec ou romain. Elle ne manque pas de rendre hommage, un hommage même appuyé, à Adrien, au bienfaiteur, en vérité, dans l'encadrement, toi os aletos euergetei, et à l'ordonnateur de toute culture, kai passes paideias cosmetei onti. Plotine joue sans doute sur le mot cosmète, qui désigne à Athènes, on le sait, le directeur des éphèbes, donc le responsable de leur paideia. À cet empereur, ajoute-t-elle, digne de la plus grande vénération, sebasmotatoi autocratori, éloge qui prend un singulier relief quand on songe qu'il émane de la veuve de l'Optimus Princeps. Et enfin, à l'homme qui en toute chose met des plus chers, emoi des prosphilestatoi, Catapanta, à la fois comme éminent seigneur et comme excellent fils, kai os diaferonti curioi, kai os agatoi technoi. On voit que Marguerite Yourcenar, à qui cette lettre était connue au moins par la paraphrase qu'en donne Paul Grindor dans Athènes sous Adrien, ne manquait pas de matériaux pour évoquer la relation intime sur le plan intellectuel, en tout cas, de cette femme avec un prince, devenu d'un jour à l'autre, et largement grâce à elle, maître et enfant. Kurios kai technon. Mais la lettre grecque de Plotine est riche aussi d'informations sur ses rapports avec les épicoureioi. Les érudits modernes ont été, il est vrai, partagés sur la question de savoir quelle était la nature exacte de ces liens. L'impératrice se bornait-elle à les protéger de loin? C'était l'opinion de James Oliver, bon connaisseur. Fut-elle avant tout soucieuse de favoriser le candidat qui avait la faveur du scolarque? C'est la thèse défendue avec verve par le franc-tireur que fut le regretté Lucien Gerfagnon, historien du gai savoir, comme le définit joliment Jean d'Ormesson. J'avoue cependant ne trouver dans la lettre de Plotine aucun appui à l'idée qu'il s'agirait d'une simple intrigue successorale et qu'Adrien serait entré, je cite, dans le jeu de ces braves gens. Il me semble plus honnête de penser que l'impératrice, qui pouvait certes avoir, comme tout le monde, ses préférences, avait adhéré avec conviction à la doctrine épicurienne et qu'elle souhaitait donc tout simplement le bien de cette école. Je reviens d'ailleurs sur ce point, l'opinion la plus répandue, exprimée naguère encore, entre autres, par le papyrologue Tiziano Dorandi, très bon connaisseur de l'histoire des écoles philosophiques, dans une contribution à un volume collectif sur, vous le voyez, Epikureismus in der späten Republik und der Kaiserzeit, l'article lui-même est en italien, en écrivant ceci à propos du chef de l'école. Excusez-moi, Plotine en tout cas s'exprime de manière personnelle dans la phrase que je cite ici. Il me plairait, je la souligne, il me plairait que celui-ci, donc le successeur, non, le détenteur, le scolarque, par amitié, ne donna pas sa préférence à certains au détriment de ceux qui, de la vie générale, se distinguent ton
diaphérein doxanton, sous le rapport de la force de nos enseignements, cataten dynamine ton logon ton émétérone, et en conformité avec cela, l'emporte dans la disposition à respecter les principes moraux entei kata diatésin ton et ton hyperokei. On constate que les phrases sont bien plus alambiquées que dans la lettre latine, comme si Plotine justement tenait à rivaliser avec ses rhéteurs, qui étaient tous plus ou moins alors les philosophes. Dès 1989, Adolphe Wilhelm relevait dans ce texte l'emploi de nombreux termes abstraits, en particulier des neutres en ma, comme koinon treskeuma, la commune vénération, une espèce de tic verbal, on peut dire, remontant à Épicure lui-même, qui culmine, ce tic, à la ligne 33, avec l'expression to tu semnomatos terema, la conservation, je ne sais pas si j'ai souligné ça, oui, excusez-moi, la conservation de la dignité attachée à la haute fonction de scolarque. Remarquable aussi est l'emploi de l'interjection matondia par Zeus, une façon d'attester les dieux qu'Épicure lui-même ne récusait pas. Quant au nom même du fondateur, on le lit au moins une fois, mutilé aux dernières lignes, dans un contexte qui reste un peu difficile. Grâce à la mention d'une paire de consuls, tout au début, l'inscription latine a pu être datée avec certitude de l'année 121. C'est donc à Rome, ou du moins en Italie, qu'eut nécessairement lieu, c'est entre Plotine et Adrien, cet échange de lettres en latin qui témoigne du souci qu'inspirait, jusque dans les plus hautes sphères de l'État romain, la succession à prévoir dans un proche avenir à la tête de l'école épicurienne. La lettre de l'impératrice à l'empereur dut être transmise aux épicuriens d'Athènes en même temps que le rescrit adressé directement à Popilius Théotimus, et l'on peut admettre que la gravure de ce dossier ne tarda pas à être réalisée. En revanche, l'endroit où la stèle fut exposée n'est pas connu, mais ce pourrait avoir été le siège même de l'école, donc le lieu appelé jardin d'Épicure, au Képos, en bordure de la voie sacrée menant du dit pylône, porte double, à l'Académie. Des fouilles déjà anciennes, d'ailleurs, on en peut-être révélé l'emplacement, ou du moins les abords. C'est du même endroit que doit provenir une seconde inscription d'époque adrianique, qui se rapporte aux épicuriens, car les deux stèles, tout en étant à coup sûr distinctes, ont en commun certaines caractéristiques. Ce document est beaucoup moins fameux que le premier. Il faut dire qu'il est constitué de deux fragments dont le rapprochement ne s'est pas fait d'emblée. En 1925, dans une série de mémoires publiées par l'Académie de Vienne, Adolphe Wilhelm, qui avait publié en 1899, on l'a vu, le dossier bilingue de Plotine, fit connaître un fragment d'inscription qu'il avait copié 10 ans plus tôt, à la veille de la guerre de 1914, dans le jardin d'une maison athénienne qu'occupait alors une vieille demoiselle anglaise au numéro 175 de la rue Adrianou. Pareille coïncidence ne s'invente pas. Or, à cette date, l'autre fragment avait déjà été exhumé, et lui aussi dans un jardin du centre de la vieille Athènes, exactement au palais royal. Mais son contenu était demeuré largement obscur. Nil fere intellegitur. On ne comprend presque rien, devait confesser l'éditeur, sinon que ce morceau appartenait peut-être à une lettre impériale,
aux Athéniens, donc numéro 80 de 1097. Aussi, le grand épigraphiste autrichien lui-même, s'il put établir que la pierre étudiée par lui contenait les débris d'une seconde lettre concernant diverses questions en rapport avec la secte d'Épicure, le nom du fondateur se lisait d'ailleurs entièrement à la ligne 5. Aussi, disais-je, Wilhelm ne fut-il pas en mesure de la rapprocher de l'autre fragment? Du moins parvint-il à attribuer une date à l'inscription en exploitant la présence à la ligne suivante du nom latin Aculeinoi, Aquilinus, manifestement celui d'un magistrat romain, ce qui permettait de reconstituer une paire de consuls, ceux de l'année 125, quand justement Adrien se trouvait être en Grèce. Plus énigmatique, en revanche, était le troisième homme mentionné dans ce débris, Héliodoros, qui apparaît ici à la ligne 6. Wilhelm déclarait ne rien pouvoir en dire. Il faisait en revanche d'excellentes observations sur le style de la lettre, très proche de celui de l'épître grecque de Plotine. Mais comment l'impératrice aurait-elle pu être l'auteur du nouveau document, puisqu'en 125, elle était sûrement décédée depuis au moins un an. Dans l'étude de cette inscription, une étape importante, quoique sur le moment à peu près dépourvue de toute conséquence pour l'intelligence du texte, fut réalisée dès 1938 par James Oliver, le futur auteur du recueil des lettres impériales, publié, je vous rappelle, seulement en 1989 à titre posthume. Ce bon connaisseur du monde gréco-romain s'aperçut en effet que le fragment copié par Wilhelm devait être placé à gauche de celui qui venait alors d'être réédité dans le corpus des inscriptions attiques sous le numéro 1097. Mais faute d'avoir pu ranger les deux fragments dans une relation adéquate l'un par rapport à l'autre, Oliver ne tira pas grand-chose de ce rapprochement assuré. C'est notre collègue parisienne Simone Follet qui, dans sa thèse fort austère mais très riche de 1976 sur Athènes au IIe et IIIe siècle, comprit que les lignes 1-7 des deux fragments, une fois correctement réunies, sinon raccordées matériellement, permettaient de reconstituer une lettre de l'empereur Hadrien aux Épicuriens, expédiée d'Athènes même, en Athenais, en 125, et plus précisément des alentours de février-mars, puisque l'autre morceau conservait les vestiges d'une datation selon le calendrier romain, on lisait encore le nom du mois, Martione, ce qui définit un espace temporel pouvant aller du 14 février au 14 mars. Or, indépendamment même du contenu de la lettre, dont l'objet apparaissait du reste beaucoup plus clairement, puisqu'il était désormais assuré que l'empereur confirmait le privilège accordé en 121 aux Épicuriens de pouvoir élire le scolarque de leur choix, qu'il fût grec ou romain, on le voit déjà dans ce texte, kai Helena boulontai kan Romaion airestai ou elestai. Cette datation est bien intéressante car elle fournit un précieux point de repère pour fixer le moment où l'empereur quitte Athènes en direction de Delphes et prouve du même coup qu'il eut tout le temps, avant de gagner le sanctuaire pythique, de faire au printemps 125 la tournée des villes béotiennes qu'implique désormais, on l'a vu, le dossier épigraphique de Coroné, allégué dans une précédente leçon. L'inscription apporte également la preuve, si besoin était, que Plotine était décédé à cette date. En effet, le rapprochement des deux morceaux a permis d'élucider le sens des lettres athé-met
à la ligne 2 du fragment de droite, il s'agit à n'en pas douter des vestiges de la mention qu'Adrien faisait tout naturellement à cet emplacement de sa très vénérée mère adoptive, Te Semnotate Maitri, en rappelant que c'était à elle que les épicuriens devaient leur privilège, puisque, quel que soit le mot à mot difficile à retrouver, il était là question de la divine, donc défunte Plotine Auguste et à Ploteina Sébaste, bienfaitrice des épicuriens. De fait, on l'a dit, Plotine dut mourir en 123 déjà, à la rigueur en 124, comme cela a été proposé naguère, mais certainement pas plus tard. On voit par là qu'un raccord ou semi-raccord ou quasi-raccord épigraphique, même s'il se borne à rapprocher deux morceaux connus l'un et l'autre depuis longtemps, peut produire un document qui, du point de vue de l'apport historique, sera aussi neuf qu'une inscription mise au jour hier ou avant-hier. Dans le cas présent, cela est d'autant plus vrai qu'en 1994, Simone Follet fit un pas de plus en donnant dans la Revue des études grecques une édition de l'ensemble de ce second dossier, comportant au total 29 lignes. Car au-dessous de la brève lettre d'Adrien restituée, là, un tout petit peu différemment, commence à partir de la ligne 8 une autre lettre beaucoup plus ample et d'un style plus travaillé, adressée, cela est tout à fait sûr, à un certain Héliodoros, ce personnage dont on a vu qu'Adolphe Wilhelm, en dépit de son immense savoir, pensait ne rien pouvoir dire d'utile. Or, trois choses peuvent désormais, voilà, donc cette seconde lettre adressée à Héliodoros, on peut dire trois choses. Primo, en tant que destinataire, pas nécessairement unique, certes, de la seconde lettre relative à la Diadoché d'Épicure, Héliodoros était à l'évidence le nouveau chef de l'école, celui qui avait dû succéder entre 121 et 124 au citoyen romain Popilios Théotimos, dont il était question dans le dossier latin. Secundo, Héliodoros se faisait visiblement qu'un avec le personnage de ce nom que l'histoire Auguste, mais sur le même plan que le célèbre Épictète, le maître d'Arien de Nicomédie, dont il sera traité ultérieurement, en disant de ces deux philosophes qu'Adrien les fréquentait avec prédilection, in summa familiaritate. En revanche, il paraîtrait téméraire de l'identifier à Avidius Heliodorus, quoique ce futur préfet d'Égypte ait été également rhéteur et l'objet de vives attaques, lui, alors d'Adrien vers la fin de sa vie. Enfin, donc, Tertio, Héliodoros paraît bel et bien avoir été dans une relation de familiarité avec l'auteur de la lettre, puisque, comme l'a déjà indiqué Simone Follet, c'est l'adjectif émétéros, si on remonte, émétéros, qu'il convient de restituer bien plutôt qu'un autre nom avant l'anthroponyme, donc toi émétéroi Héliodoroi, à notre cher Héliodore. Usage bien attesté au sein de l'école épicurienne, comme l'a fait voir justement Dorandi. Mais tout cela suffit-il à garantir que l'empereur, de qui émane à coup sûr la courte lettre de confirmation du printemps 125, est l'auteur aussi de l'épître philosophique d'un ton assez différent et d'un style très alambiqué qui est gravé à la suite. La question semblait définitivement résolue en faveur d'Adrien par la belle publication de l'épigraphiste française, quand, 10 ans plus tard, une autre épigraphiste de talent, Rit van Bremen, reprit tout le dossier dans un substantiel mémoire du périodique Chirone, où, chose remarquable, elle citait en épigraphe, vous le voyez, la phrase de Marguerite Yourcenar sur l'inclination épicurienne de Plotine. Qu'il soit d'emblée clair pour tout le monde que
mon propos n'est pas aujourd'hui d'arbitrer cette joute de haut niveau entre deux grandes dames de notre discipline, surtout dans un domaine, les écoles philosophiques à l'époque impériale, où je ne suis au mieux qu'un amateur éclairé. Mais le débat est d'un grand intérêt à la fois pour la méthode et ce qui nous intéresse plus particulièrement ici, pour cerner au mieux la personnalité et l'œuvre d'Adrien. Car notre cher collègue d'Oxford, que plusieurs d'entre vous ont pu apprécier ici même, a mis en doute qu'Adrien fut l'auteur de la seconde lettre, c'est-à-dire de l'épître adressée à Héliodoros. Ces objections sont de divers ordres. L'examen des pierres à Athènes, d'abord, l'a convaincu qu'un écart un peu plus grand que ne l'a supposé Simone Follet avait ou pouvait séparer les deux morceaux, ce qui bien sûr ne remettrait pas nécessairement en question le sens des suppléments adoptés, mais pourrait autoriser parfois, préférer d'autres expressions susceptibles de modifier la tonalité du propos. C'est toutefois la possibilité même de l'attribution à l'empereur de cette lettre très sophistiquée qui lui a paru discutable. Les deux épigraphistes sont certes d'accord pour souligner le caractère insolite du document. Après Wilhelm, avec de nouveaux exemples, elles ont mis toutes deux en évidence le grand nombre de termes abstraits, le goût déjà noté de l'auteur pour les substantifs en ma, les neutres, mais aussi le verbe areskein, cher aux philosophes, que l'on songe au traité de Plutarque, péritone areskonton, tone philosophone, les opinions des philosophes, ou enfin des tournures remarquables, telles celles de la ligne 16, ina un utos eipo kai akoluton humin tenton andron périphronesin koladzone, ça c'est pour reprendre la restitution de la première éditrice, qui la traduit cette phrase que en partie en écrivant afin de vous tenir un discours qui soit aussi en accord avec vos principes, en sanctionnant, faudrait-il ajouter, l'arrogance des hommes, lesquels hommes seraient, selon la restitution ici plus plausible de la nouvelle éditrice, les 4 maîtres successifs de l'école. Toute chose qui semble impliquer de la part de l'auteur anonyme à la fois une grande familiarité avec la doctrine et la langue des épicuriens et une attitude critique, voire sévère, sur leur manière de se comporter. Simone Follet, cependant, a vu dans cette imitation consciente une manière pour l'empereur de manifester sa supériorité en montrant qu'il maîtrisait parfaitement le jargon de ses interlocuteurs. En même temps, il aurait traité ceux-ci de façon hautaine, voire blessante, dit Simone Follet, en leur administrant une leçon de morale. Car, selon elle, l'auteur de la lettre aurait reproché à Héliodore et à son entourage de lui avoir adressé une demande matérielle excessive qu'il aurait dès lors refusé de satisfaire au nom même des principes épicuriens. J'avoue avoir un peu de peine à entrer dans une dialectique aussi subtile. Aussi serait-on tenté de suivre plutôt Rīt van Bremen dans sa tentative pour prendre les choses au premier degré, sans chercher trop d'ironie ou même de sarcasme dans les propos de l'auteur. D'autant moins qu'un don, d'auréa, avait été fait par lui dans le passé, qu'il était question d'aménager les lieux sans luxe inutile, certes, chez les épicuriens, pas de luxe en principe, en élevant ou en réparant des oikodomiae, en fournissant de l'argent pour la restitution d'un gymnasium. Bref, dans la mesure où le document le plus proche de ce morceau de rhétorique est la lettre de Plotine en grec gravée sur l'autre stèle, on accueillerait presque avec soulagement la suggestion, certes audacieuse, de cette brillante historienne, selon qui l'auteur en question ne serait autre que Plotine, justement, dont on pourrait restituer le nom, Ploteina, comme elle le fait,
en haut à gauche, au lieu d'y introduire celui d'Adrien. D'où aussi la mention des bienfaits antérieurement octroyés aux épicuriens. La question doit rester évidemment ouverte. Bien entendu, si elle était attribuée à Plotine, cette lettre ne pourrait plus être assignée à l'année 125, puisque l'impératrice était décédée dans l'intervalle, probablement dès 123, comme on l'admet sur la base d'un passage de l'histoire auguste relatif à une construction faite à Nîmes pour Plotine par Adrien. Au surplus, certains chercheurs sont allés jusqu'à penser que Plotine ne mourut qu'en 124, peut-être en Asie mineure. Ce qui paraît sûr, c'est que l'impératrice était décédée quand, au début de l'an 125, Adrien lui-même adressa sa brève épître administrative aux épicuriens d'Athènes. Mais ceux-ci auraient fort bien pu vouloir honorer la mémoire de leur bienfaitrice en faisant graver la lettre où Plotine, peu avant son décès, avait fait montre de générosité à l'égard de la communauté épicurienne, dès alors dirigée par Héliodoros. Il n'y a pas à supposer que cette décision soit venue d'Adrien lui-même, mais en la prenant de leur propre chef, les épicuriens d'Athènes n'auraient couru aucun risque de déplaire à l'empereur, dont l'attachement à la mémoire de Plotine était connu de tous, comme aussi la grande estime qu'il devait témoigner dès alors à Héliodore, même si sa familiarité avec ce philosophe pourrait ne s'être développée que tardivement lors de ses séjours ultérieurs à Athènes en 128 et en 131. Avant de dresser un rapide tableau de quelques innovations institutionnelles qui peuvent être mises en relation avec ce premier voyage officiel en Attique, je voudrais dire encore un mot des ramifications de la communauté épicurienne dans le bassin oriental de la Méditerranée, car les inscriptions constituent une source d'information non négligeable, quoique parfois négligée par les historiens de la philosophie antique. On avait du reste déjà eu l'occasion de faire état d'un document instructif à ce propos, venant de la ville de Rhodiapolis en Lycie. Cette inscription pour un médecin et philosophe du nom d'Héracleitos, dont on voit qu'il avait été précédemment honoré en raison de ses travaux à la fois de médecine iatriquée et de philosophie, non seulement par les cités d'Alexandrie, de Rhodes et d'Athènes, mais aussi dans cette dernière ville par le conseil de l'Aréopage et les philosophes épicuriens, oi Athénési epikureioi philosophoi, qui formaient ainsi une association susceptible en tant que telle de voter des décrets. Il est remarquable d'autre part que cet homme qui était sans doute lui-même, en tant que philosophe, un adepte d'Épicure, ait été prêtre d'Asclépios et d'Hygie, puisque les dieux, dans cette doctrine, étaient le plus souvent considérés comme trop éloignés du monde sublunaire pour jouer un rôle actif dans la vie des individus et le destin des cités. Mais à l'époque impériale, il n'était pas exceptionnel que des hommes se présentant comme épikureioi eussent une activité sacerdotale, comme l'a rappelé le bon connaisseur de l'épicurisme antique qu'est Martin Ferguson Smith, en reprenant l'étude d'une inscription trouvée naguère en Syrie, à Apamée, où le dédicant se déclare à la fois prêtre du grand dieu Bel et diadokos en Apameiai ton epikureion, ce qui assure l'existence dans cette ville d'une communauté organisée avec un chef ayant hérité du soin d'enseigner la doctrine du maître. Smith note d'ailleurs qu'au nombre des scolarques à Athènes figure plus d'un philosophe d'origine syrienne, à commencer par Basilides de Tyr, la grande cité de Phénicie, dès les alentours de 200 avant Jésus-Christ. Enfin, on ne saurait évoquer l'expansion de la secte
airesis en grec d'Épicure, à l'époque impériale, sans rappeler la résistance qu'elle suscita dans certains milieux attachés au stoïcisme ou au platonisme. Il suffit pour s'en convaincre de lire Plutarque, bien entendu, aux yeux de qui il était impossible de vivre bellement, suavitaire, selon les principes d'Épicure. À l'inverse, on ne peut passer sous silence le prosélytisme qui anima alors certains épicuriens, le cas le plus singulier étant à coup sûr celui du dénommé Diogène d'Oinoanda en Lycie, qui fit graver des colonnes de textes doctrinaux sur le mur d'un portique de sa cité, et cela peut-être à l'époque même d'Adrien, comme Smith lui-même a essayé de le démontrer sur la base de la paléographie, en prenant comme point de départ ou de comparaison la gravure du grand dossier maintenant connu des Démostheneia sous Adrien en 124-125. Mais la datation, je le note aussi au passage, du texte de Diogène d'Oinoanda reste très disputée. Or, ce volumen de pierre, ce volumen, on peut dire, dont les premiers éléments furent découverts à la fin du XIXe siècle par deux jeunes membres de l'école française d'Athènes, n'en finit pas de dérouler sous nos yeux de nouveaux éléments, puisque la reprise de l'exploration tout récemment a fait surgir de nouvelles pièces qui sont autant de trésors pour les philologues et les historiens de la philosophie. Ainsi, cette page, presque intacte, publiée en 2012 seulement, qui appartient à un passage des Éthicas de cet auteur. Or, la première demi-colonne du texte conservé à gauche vient compléter un fragment antérieurement découvert, ce qui permet de restituer un passage remarquable de ce traité où Diogène, justement, fait du prosélytisme en affirmant ceci: ce texte, ce n'est pas pour nous-mêmes, mais pour vous, ô concitoyens, que nous l'avons fait transcrire, ou keoton karin al humon, ô poleitai katabeblemeta. Car c'est pour tous une voie de salut, sotérion. Et l'auteur d'expliquer pourquoi cet enseignement vaut aussi bien pour les jeunes gens, pour les hommes mûrs et pour les vieilles personnes, offrant notamment aux premiers, non pas comme on pourrait le craindre de prime abord, une route difficile et rude, odon me tracheian tina kai dusbaton, mais au contraire une avenue, léophoron, où l'on chemine aisément tout au long de la vie. En s'appuyant sur des citations tirées de l'œuvre d'Épicure lui-même, ici en bas, la première sentence du maître qui est gravée sur toute la largeur de la pierre, notre Diogène veut donc donner une image positive, voire séduisante, de la secte sans trop insister sur d'autres préceptes épicuriens, comme le fameux late biosas, vie à l'abri des regards, un précepte plus malaisément compatible, comme le faisait justement observer Plutarque, avec l'existence publique d'un médecin ou d'un prêtre, sans parler d'une impératrice, telle que Plotine, qui paraît cependant avoir toujours évité, autant que possible, de se mettre au premier plan, exerçant son influence avec discrétion, ainsi que Marguerite Yourcenar l'a bien mis en évidence, ne faisant à son premier maître, Trajan, et surtout au second, Adrien, que des demandes dont ils eurent eux-mêmes tout à gagner, ou du moins rien à perdre, comme justement la réforme des règles successorales de l'école épicurienne. Et pour en terminer avec cette entreprise de propagande unique en son genre qu'est l'inscription d'Oinoanda, ce qui frappe aussi à la lecture du document, de l'ensemble, c'est de voir que Diogène, loin de rester confiné dans les murs de sa petite patrie ou même à l'intérieur du vaste pays lycien, entretenait des contacts avec les épicuriens de Rhodes et d'Athènes, comme aussi de Thèbes, de Chalcis, au cœur de la vieille Grèce. C'était donc tout un réseau qui s'était établi
entre ces intellectuels dispersés en de nombreuses contrées, tout en courant de pensée qui n'était certainement pas à sens unique, même si Athènes restait le point de référence des sectateurs d'Épicure, un lieu de pèlerinage, pour ainsi dire. Revenons donc vers Athènes pour la dernière partie de cette leçon. Que sait-on de l'activité, sinon de l'emploi du temps d'Adrien durant son séjour de l'hiver 124-125, le premier des trois qu'il fera dans la ville sans doute la plus chère à son cœur. La chose n'est pas facile à établir dans le détail. Marguerite Yourcenar montre un Adrien entamant un vaste programme de construction dès le lendemain de son voyage dans le Péloponnèse, donc au début de l'année 125. J'osais toucher à cette beauté, essayer de faire de cette ville admirable une ville parfaite. Athènes, pour la première fois, se repeuplait, se remettait à croître. Après une longue période de déclin, j'en doublai l'étendue, je prévis le long des rives de l'Ilissos, la rivière qui coule vers le bas, une Athènes nouvelle, la ville d'Adrien, à côté de la ville de Thésée. La phrase fait manifestement écho à un passage bien connu de Pausanias, vous l'avez dans votre dossier, sur la renaissance d'Athènes grâce à Adrien. Et plus précisément encore au texte des inscriptions gravées sur les deux faces de la porte d'Adrien qui s'élève à l'angle nord-ouest de l'Olympieion, mais sans rapport direct avec cet édifice. Du côté de l'acropole, on lit ou on lisait « Ici est Athènes, l'ancienne ville de Thésée, Aide eis Athénae, Théséos et Prine polis ». Tandis que vers le sud, le libellé, toujours bien lisible, est Aide eis Adrianus, sous-entendu Athénae, kai ushi Théséos polis. Ici est l'Athènes d'Adrien et non pas de Thésée, et non pas la ville de Thésée. Cette porte monumentale n'a évidemment été achevée qu'au terme de plusieurs années de chantier. Il est clair, d'autre part, qu'elle ne peut pas être complètement dissociée de la restauration de l'Olympieion et de la fondation du Panhellénion en l'an 131, dont il faudra traiter plus tard. Mais cet ensemble architectural fut-il conçu par l'empereur dès son premier séjour? On ne saurait l'exclure complètement. Ce qui me paraît bien douteux, en revanche, c'est le lien que l'on voit souvent établi par les archéologues en particulier entre la fondation de cette ville nouvelle d'Adrien, ou du moins d'un nouveau quartier qui était situé d'ailleurs assez largement à l'intérieur du périmètre hellénistique, et la création de la tribu Adrianis. Je suis du reste surpris de lire dans la synthèse architecturale fort savante de mon ancien collègue de l'université de Berne, Dietrich Willers, Adrians Panhellenisches Programme, paru en 1990, que la Phulée Adrianis, constituant la 13e des tribus athéniennes, fut fondée par Adrien. Car il me semble clair que l'on a affaire à une initiative des Athéniens eux-mêmes à mettre sur le même plan, mutatis mutandis, que les créations de tribus de type dynastique qui nous sont très bien connues pour la haute époque hellénistique. On avait vu, déjà longtemps, qu'en 223 avant Jésus-Christ, les Athéniens n'avaient pas craint d'instituer une 13e tribu, la Ptolémaïs, alors même que ce nom paraissait devoir entraîner bien des complications par rapport au système duodécimal en vigueur jusque-là, quand la succession annuelle des 12 tribus à la présidence des organes démocratiques correspondait au rythme naturel des mois du calendrier lunisolaire. Or, depuis le remaniement
survenue à l'aube de la Deuxième Guerre de Macédoine en l'an 200 avant Jésus-Christ, donc depuis plus de 3 siècles à l'époque où nous sommes, toute la vie politique des Athéniens était organisée en fonction d'une division en 12 et non pas en 13 tribus. On imagine assez mal que l'empereur, soucieux d'ordinaire de simplifier les choses, ait pris délibérément la décision de bouleverser leurs habitudes dans le seul but de pouvoir jouir, lui, du bonheur de faire désormais partie du cercle restreint des héros éponymes et les 10 figures mythiques originelles et les 2 ajoutées par la suite, Ptolémée et Attale. De fait, c'est en songeant précisément à ces 2 rois jadis héroïsés que songe Pausanias quand, vous avez ce texte dans votre dossier, fait l'éloge de l'activité déployée par l'empereur en faveur d'Athènes. Il en vient à mentionner indirectement la création de l'Adrianis, chapitre 5. Aussi me paraît-il assez clair que la décision de créer cette nouvelle tribu dut se prendre dans des conditions très semblables à celles qui, pour l'Athalie, découlèrent de l'arrivée triomphale du roi Attale Ier. Certes, on ignore si les Athéniens, comme leurs ancêtres de l'an 200, descendirent en foule au Pirée pour accueillir le prince qui daignait venir à eux, alors que depuis Auguste, et encore, ils n'avaient vu arriver aucun empereur, pas même Néron, qui de toute évidence, en l'an 67, les snoba, si l'on peut dire. Nécessairement, il dut y avoir une apanthesis, une sortie massive à la rencontre de l'impérial visiteur dans la meilleure tradition hellénistique. C'est donc dès l'hiver 124-125, et dans l'enthousiasme que la création d'une tribu adrianiste fut décidée, comme à Mégare et dans d'autres cités encore. Mais la mise en œuvre dut prendre un peu de temps, car ce n'était pas une mince affaire. Il fallait attribuer à cette tribu, pour qu'elle fût consistante, un 13e du corps civique, en lui assignant donc un certain nombre de dèmes, des villages ou des quartiers urbains qui faisaient jusque-là partie des 12 autres tribus. La liste a pu en être déterminée depuis assez longtemps, a été reprise ici par Simone Follet. D'autre part, comme il s'agissait aussi de lui trouver une position honorable dans la liste officielle des Fulae, on lui attribua non pas la 13e place, qui aurait fait d'Adrien un héros surnuméraire, mais la 7e, qui lui donnait une position centrale, comme cela avait été le cas précisément pour Ptolémée et la Ptolémaïs durant l'éphémère période des 13 tribus. Cette prééminence se manifeste, comme on l'avait vu, dans le fait qu'au théâtre de Dionysos, la statue érigée en l'honneur d'Adrien dès avant son accession à l'Empire se dresse au pied de la travée centrale, alors que les statues élevées à l'empereur par les 12 tribus traditionnelles occupaient chacune une des 12 autres travées ou cunéi. Parallèlement à la création de l'Adrianis par les Athéniens, et cette fois dans le cadre des réformes constitutionnelles que la tradition historiographique attribue à Adrien lui-même, le nombre des membres de la Boulée du Conseil fut modifié. Non pas cependant dans le sens d'une augmentation comme on aurait pu l'attendre sur la base du parallèle fourni par justement l'adjonction de la Ptolémaïs en 223 avant Jésus-Christ, quand le nombre des bouleutes, à raison de 50 par tribu, passa effectivement de 600 à 650. En 125 après Jésus-Christ, ou quelle que soit la date exacte, c'est l'inverse, en effet, qui se produisit, puisque la réforme adrianique fit passer l'effectif de 600 à 500, ou du moins chercha à ne pas dépasser ce chiffre, soit que l'empereur ait appelé de ses voeux un retour aux structures de l'Athènes classique, celles de Périclès et de Démosthène, soit qu'il ait constaté que la
démographie athénienne imposait de toute façon une réduction de ce trop grand corps législatif. Il est en tout cas établi que l'appellation fut modifiée, la lettre chi égale 600, et boulet tone 600, hexacosion, étant remplacée par la lettre phi égale 500, comme cela ressort des inscriptions connues à ce jour, y compris celles qu'ont publiées ou reprises tout récemment Simone Follet et Dina Pepa del Musu dans un article de 2009. Et la date retenue par ces deux spécialistes étant bien, jusqu'à preuve du contraire, l'hiver 124-125. D'autre part, et c'est bien cette année-là aussi, comme cela avait été établi depuis longtemps, que c'est année-là même qui constitue le point de départ d'une ère nouvelle attestée par divers documents pendant une trentaine d'années, cela donc dès l'année 126-7, comme vous le document de gauche, où il est question de la troisième année depuis le séjour d'Adrien Apotes Kaisaros Adrianou Epidemias, ou Protes Epidemias, à partir du moment où un deuxième ou un troisième séjour obligea à introduire cette précision. L'arrivée de l'empereur, au début de l'automne 124, donna lieu d'ailleurs à une autre innovation remarquable, quoique peu perceptible dans nos documents. On fit désormais commencer l'année attique en boédromion, c'est-à-dire vers septembre, et non plus vers juillet en hécatombaion. En opérant ce déplacement, les Athéniens ne bousculaient pas totalement leurs habitudes, car si le mois hécatombaion était celui des Panathénées, des grandes Panathénées, boédromion correspondait à la célébration d'une fête également très importante pour eux, à savoir les mystères d'Éleusis. Or, tout indique que la venue d'Adrien à cette date n'était pas une coïncidence. L'initiation à Éleusis, donc au grand mystère de Déméter et de Corée, est expressément signalée par l'histoire auguste comme un des moments forts du voyage d'Asie vers l'Achaïe. Éleusinia sacra suscepit, il assuma les rites éleusiniens, et d'autres chroniques vont dans le même sens. Une curieuse épigramme ayant abouti au Louvre, mais trouvée à Éleusis même, célèbre en si distique la mémoire d'une femme qui, dans sa fonction sacerdotale de hiérophantie, c'est-à-dire d'initiatrice au mystère, n'eut certes pas le privilège d'accueillir les premiers initiés, Héraclès, d'autres héros mythiques, mais du moins le seigneur, Koiranos, des espaces infinis, l'insurpassable Adrien, qui répand la richesse sur toutes les cités, très particulièrement sur celle de l'illustre Cécropie, Adrianon Kleines, Dexoca Kekropies. Si l'auteur des mémoires ne fait pas mention de la hiérophantide, ou hiérophantis, il ne manque pas d'évoquer le souvenir de cette ineffable cérémonie. À Éleusis, au cours de mon initiation au mystère, je passai 3 jours et 3 nuits mêlé à la foule des pèlerins. D'après Marguerite Yourcenar, c'était l'accomplissement d'un vœu qu'il avait prononcé 18 mois plus tôt, donc en 123, au lendemain de la paix avec le roi des Parthes. Dans l'intervalle, 2 événements majeurs sur le plan personnel l'avaient affecté en des sens opposés. D'un côté, l'entrée en scène d'Antinoüs, puis c'est alors déjà, selon le système yourcenarien, qu'il aurait rencontré le jeune homme de Bithynie, de l'autre, la sortie de scène de Plotine, car au terme de son grand périple en Méditerranée, Adrien eut la tristesse de ne pas retrouver à Rome, je cite, cette femme au sourire un peu las, que la nomenclature officielle me donnait pour mère et qui était bien davantage mon unique amie. Mais la mort changeait peu de choses à cette intimité qui, depuis des années, se passait de présence. L'impératrice restait ce qu'elle avait été toujours pour moi, un esprit, une pensée à laquelle s'était mariée la mienne. Merci.